Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir en 2023. Les élections démocratiques seront organisées en RDC. Le président de la République l'a dit aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Des voix s'élèvent pour soutenir les opérations militaires en Ituri, non à la division, tous pour la sensibilisation. Les femmes, les opérateurs politiques et économiques lancent des messages. C'est à suivre dans cette édition d'information. Des ports illégaux et clandestins devenus des zones de non-droit dans l'œil du cyclone. Bientôt une mission d'identification pour la fermeture. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Les retombées de l'état de siège, la relance de l'économie après la crise sanitaire, le processus électoral devant ses pairs à New York. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a également évoqué le processus électoral, comme je l'ai dit. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait où il parle beaucoup plus de la vaccination contre la Covid-19. Des chercheurs africains de renommée mondiale en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui méritent d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. À ce sujet, je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des projets incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus et l'invention du vaccin dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie, qui comme une hydre en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locales. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires. Et enfin, cinquièmement, soutenir les politiques de réforme de structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Monsieur le Président, la Covid-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines, elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession, aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont beaucoup sont africains. De plus, l'impact de la baisse généralisée des activités économiques a été particulièrement ressenti en Afrique par les populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants, notamment par la perte d'emploi, la chute des revenus et les déperditions scolaires. La sécurité en Afrique, les effets induits de l'état des sièges, des aspects également évoqués par Félix-Antoine Tshisekedi dans son adresse devant ses pairs à la tribune des Nations Unies. Ce message a été diffusé en direct sur nos antennes. Je vous propose encore une fois d'écouter le chef de l'État. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix
et la sécurité internationale. Aussi, la République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence et sa propagation. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés, dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuple congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo, et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En marge de son séjour à New York, le chef de l'État a défendu sur un plateau de télévision son plan sur la sécurité en Afrique, la gestion de la crise post-Covid. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi eu un aparté avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Patrick Michel Moukoui, envoyé spécial. Aucun média présent à New York n'a pu filmer le déroulement des discussions en tête-à-tête entre Guterres et Tshisekedi. Malgré les contextes sanitaires actuels qui imposent de restrictions, le secrétaire général des Nations Unies a bien eu son moment d'échange en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres ont pendant une demi-heure évoqué de questions essentielles qui seront à l'ordre du jour de quelques rencontres et sommets prévus dans les prochaines heures en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. La problématique du changement climatique et de la gestion de l'environnement, les questions sécuritaires en République démocratique du Congo et en Afrique, ainsi que la crise de la Covid-19, autant de questions parcourues par Guterres et son hôte ce lundi, a indiqué le rapport de leur rencontre. La gestion de la crise post-Covid en Afrique, c'est également ce sujet auquel Félix-Antoine Tshisekedi a été appelé à argumenter sur le plateau spécial télé organisé par l'Institut des initiatives des investissements du futur, une fondation mondiale qui nourrit l'ambition d'impacter sur l'humanité. Fidèle à ses convictions, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé ses souhaits de voir l'Afrique bénéficier davantage de doses de vaccins et les puissances mondiales soutenir l'économie africaine pour une gestion responsable des effets néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie africaine. Félix-Antoine Tshisekedi devra porter ce mardi l'étendard du continent africain du haut de la tribune des Nations Unies et faire entendre la voix de ses frères sur les questions prioritaires de développement. Le président en exercice de l'Union africaine, comme le président du pays hôte de l'Assemblée générale des Nations Unies, Joe Biden, interviendront au cours de la première session qui sera ouverte par le secrétaire général des Nations Unies ce 21 septembre 2021.
Il n'y a pas de vol sur l'axe Kasaï depuis la révision du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. Le département de médecine à l'université du Kasaï, frappé par la mesure de fermeture, cette décision crée des remous. Les sénateurs élus du Kasaï sont allés échanger avec le président du Sénat autour de ses préoccupations. Sandra Nyangitabo, Gelor Kimpianga, Denis Kungi. 3 questions les préoccupent. La première est la fermeture de la filière médecine à l'université du Kasaï. La seconde est l'absence des vols dans l'espace Kasaï depuis la révolution du juste prix. Et la troisième question et la dernière est la carence en matériel de police pour la sécurité des populations de cet espace. Les sénateurs élus du Kasaï central n'ont eu d'autre choix que de venir poser le problème au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo dans son cabinet de travail. Conduite par le sénateur Denis Kambaye, cette délégation dit avoir porté les problèmes au niveau de l'institution, qui est une émanation des provinces pour que des solutions adaptées soient trouvées. Ça concerne la filière ou la faculté de médecine, particulièrement l'université du Kasaï. Cela pose problème aujourd'hui. Nous avons reçu plusieurs sons de cloche. Il était important en tant que sénateur élu du Kasaï central, nous venons rencontrer notre président pour échanger avec lui sur la question. Le gouvernement de la République a eu à prendre la décision pour la baisse des prix de billets en ce qui concerne le voyage à l'intérieur. Il y a beaucoup de compagnies qui posent problème aujourd'hui. Ce qui est scandaleux, c'est de comprendre qu'au niveau de la province du Kasaï central, nous n'avons aucun vol. Et en tant que sénateur du coin, nous devrons nous mettre debout quant à ce. La province du Kasaï central n'a aucun véhicule de patrouille policière. Vous savez que c'était le fief de Kamouina-Sapou. De constater que la police qui opère, faire des patrouilles à pied, des kilomètres et des kilomètres, c'est un problème. Le speaker du Sénat s'est en outre entretenu avec la délégation du Centre européen pour l'appui électoral. Les hôtes de Modeste Bahati ont été édifiés sur les réformes de la CENI et les aspects politiques qui les entourent. Cette structure, disposant de l'expertise en matière électorale, travaille en collaboration avec l'Union européenne. Elle a exprimé au président du Sénat sa volonté d'accompagner la centrale électorale, notamment dans le renforcement des capacités du personnel. Un bâtiment de 5 niveaux va sortir des terres dans 2 ans, près de la base militaire du Kankokolo. Ici à Kinshasa, ce bâtiment va abriter tous les services du ministère de la Défense nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama a posé la première pierre de construction aujourd'hui. Jojo Ndibou, Pati Tondouangou, Marcel Moubenga. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a procédé ce mardi 21 septembre 2021 dans l'enceinte du camp lieutenant-colonel Kokolo à la pose de la première pierre de la construction du nouveau bâtiment de l'hôtel de la Défense nationale de la RDC en présence de plusieurs autorités politico-militaires et quelques ambassadeurs de l'Union européenne. Ces bâtiments, dont les coûts est évalué à près de 5 500 000 € et qui aura 5 niveaux au total avec 125 locaux, abritera tous les services du ministère de la Défense nationale et financé par l'Union européenne et sera exécuté par l'entreprise Arabe Contractor. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga a indiqué que la pose de cette première pierre est un prélude au nouveau partenariat UE-RDC dénommé Union pour la paix, dont l'objectif global se décline en 3 volets, à savoir contribuer au renforcement de la gouvernance et de l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir la paix juste et durable en RDC. Ce projet, une œuvre de plus qui vient raffermir le solide partenariat qui existe entre la RDC et l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet défense. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a pour sa part remercié l'Union européenne à travers COFED pour la contribution et au maître d'ouvrage pour son implication dans l'élaboration de ce projet et sa mise en œuvre. Il les a invités pour ce faire au respect du contrat dans la sécurité et meilleur délai pour la mise en disposition de cet ouvrage au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a rappelé qu'à travers cet appui, l'Union européenne se tient à la RDC, même dans les moments
moment le plus difficile pour un retour à une paix durable, préalable, indispensable au développement et à une amélioration des conditions de vie des populations. L'ex-ONATRA est au bord de la faillite. L'existence des ports illégaux et clandestins font perdre à la SCPT des recettes énormes. Le gouvernement décide de fermer ces zones où s'exerce un commerce au noir. La question est prise en charge par le ministre des Transports, Myriam Madika, José Baïtombo. La mesure portant fermeture de ports illégaux sur toute l'étendue du territoire national, énoncée par le chef de l'État, ne doit cette fois-là souffrir d'aucune faille. Pour sa mise en œuvre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a le devoir de faire respecter la loi selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui le ministre concerné par cette question de ports illégaux devenus de zones de non-droit, où la loi du plus fort l'emporte. Des transactions de toute nature s'y développent. Propriétaires, gérants et intermédiaires importent et exportent en réalisant un business lucratif sans en contrepartie, payer un moindre franc au fisc. Après cette analyse autour du patron de la sécurité, le ministre de Transport a réuni en urgence le service compétent pour approfondir la question afin de tirer les conséquences. Cet état de lieu commencera d'abord par l'identification de ports réputés irréguliers, illégaux, et cela sur la base de certains critères. Que dit la législation par rapport à la légalité, l'illégalité de ce port qui opère? Ensemble, nous allons arrêter la stratégie qui s'impose pour que sur terrain, nous puissions poser des actes qui s'imposent et avoir ainsi la possibilité de présenter au président de la République le rapport circonstancié qui est attendu. L'existence de ces ports illégaux et clandestins entraîne l'ex-ONATRA à travers une faille. La perte des recettes met la SCPT à genoux. Les participants à la réunion sont arrivés à cette conclusion. Pour arrêter des stratégies, il a été convenu la tenue d'une réunion interministérielle sous la direction de Chéribin Okende. Tuerie à Mutendera au Nord Kivu, les faits s'apparentent à un règlement de compte entre deux lignées. Devant la presse, le porte-parole du gouverneur Constant Ndima a annoncé la poursuite des investigations pour mettre la main sur les coupables. Sécuritaire préoccupante qui prévaut dans la chefferie des Bachou en territoire de Beni et particulièrement la dernière attaque des villages Mutendero Kilaou a fait l'objet d'un point de presse animé ce lundi 20 septembre 2021 en ville de Beni par les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge. D'après les conseillers principaux du gouverneur en charge des communications, il est difficile à l'heure actuelle de dire avec précision les auteurs des récentes attaques perpétrées à Mutendero Kilaou dans la région de Isale en territoire de Beni. Néanmoins, les premiers indices prouvent qu'il s'agirait d'un règlement des comptes entre deux lignées issues de la famille coutumière de la chefferie des Bachou. Le général Sylvain Ekenge souligne que le mode opératoire des assaillants était différent de celui des ADF, ce qui laisse croire qu'il s'agirait des Maïmaï. Il ajoute que les instructions du gouverneur Constant Ndima sont claires à ce sujet, c'est entre autres la sécurisation à tout prix des populations par les services spécialisés. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a instruit le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord pour que des dispositions suivantes soient de stricte application. La poursuite des investigations pour déterminer les responsabilités de cette tuerie, mettre la main sur les coupables et les traduire en justice. Procéder au redéploiement des FARDC dans le Bachou pour traquer les groupes armés et nettoyer les poches résiduaires des terroristes ADF-MTM chassés de Mwalika jusque dans leur dernier retranchement. Sécuriser et protéger à tout prix les populations agricoles de la chefferie de Bachou en vue de leur permettre d'évacuer librement à leurs activités et d'accéder à leurs champs. Les porte-paroles du gouverneur militaire demandent aussi à toute la population de Beni de soutenir les forces de sécurité, à sensibiliser les forces négatives à quitter la brousse. Quel que soit son bord politique, tout enfant du Nord Kivu a le devoir de soutenir l'état de siège, message lancé par le caucus des élus nationaux de cette partie du pays. Sylvie Moembo, reportage.
Tous fils et filles de la province du Nord Kivu, ces députés nationaux, sénateurs et membres du gouvernement ont tenu à faire une évaluation des activités de leur structure. Un comité inclusif qui définira le chronogramme des actions et proposera un budget nécessaire pour la bonne marche du caucus vient d'être mis en place. Le président du caucus des députés nationaux, le député national Mwanza Amisi Singoma, appelle les fils et filles du Nord Kivu, quelle que soit leur appartenance politique, à apporter une pierre pour changer l'image du Nord Kivu sous état de siège. Le caucus du Nord Kivu ayant un poids important au sein de l'hémicycle, il faudra donc mener des actions de plaidoyer à conduire avec l'appui et la participation des hommes de bonne volonté intéressés par le bien-être des ressortissants du Nord Kivu. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a remercié le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu pour cette idée salvatrice de mettre un comité inclusif qui coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale qui traitera les questions des terrains communs pour la province. Les femmes en première ligne pour soutenir les forces de défense engagées au front, elles ont délié leur langue depuis Bunia, message relayé également par d'autres couches de la population. La mobilisation pour la réussite de l'état de siège à Ituri se multiplie dans différentes couches sociales, des structures des femmes, en passant aux parlementaires. Yvette Moussafiri, présidente de l'Union congolaise des femmes de médias, invite ces groupes armés à s'inscrire dans la logique de la paix. Nous demandons à toute la population iturienne de travailler la main dans la main. Vous voyez, aujourd'hui, la province est par terre à cause de tes exactions à gauche et à droite. Vous voyez, avec l'arme, on ne peut pas construire. Nous ne faisons que détruire notre province nous-mêmes. Pour sa part, le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni réitère son message de soutien au FRDC engagé au front contre les ennemis de la paix. Vous savez, l'État est géré par l'exécutif et à la tête de cet exécutif, il y a le chef de l'État. Des mesures ont été prises pour pouvoir mettre fin à la situation difficile, nous la reconnaissons, que traverse la province. Ne jetons pas l'opprobre sur nos forces. Je voudrais vous inviter, en toute humilité, de penser aussi à ces jeunes gens qui, lorsqu'ils vont au front, c'est pour leur sacrifice suprême. De son côté, l'honorable Pascal Doudanga Cavarios, notable de la communauté Bira et acteur politique, interpelle la conscience du peuple iturien à la culture de la paix. Si nous voulons réellement la paix, cessons avec des divisions infertiles et impliquons-nous tous dans la sensibilisation pour la cessation des hostilités partout dans nos entités et encourageons nos vaillants militaires qui sont au front et qui tombent pour le retour de la paix à Ituri. Signalons que l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis le 6 mai dernier à Ituri et dans le Nord Kivu n'a qu'un seul objectif, celui d'imposer la paix. Dénonciation de l'usurpation d'identité. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, a été saisi de l'existence du compte Twitter @Malangu-6 Kabedi Mbouyi, dont le titulaire publie depuis le 5 juillet 2021 des informations en rapport avec ses activités à la tête de la BCC. Ici est de préciser à ce sujet que le gouverneur de la Banque centrale n'utilise pas des comptes Twitter, de pages Facebook ou autres profils sur les réseaux sociaux. En considération de la ligne de communication qui a été arrêtée, les communications du gouverneur de la Banque centrale ou de ses mandataires se font en temps voulu par le truchement des organes de presse qui en sont le relais en vue d'une large diffusion. Elles ne se font pas par voie des réseaux sociaux. En conséquence, la Banque centrale du Congo invite toute personne à signaler les comptes Twitter dont question et tous les autres profils sur les réseaux sociaux utilisant le nom de Malangu Kabedi Mbouyi sous quelque combinaison que ce soit afin qu'il soit supprimé et ne serve plus à conduire les personnes de bonne foi qui sont abonnées. La Banque centrale du Congo se réserve le droit de poursuivre toute personne derrière ce compte ou tout autre compte
analogue. C'est signé ce communiqué par Alain Massangou Moulumba. Puisqu'on parle de la Banque centrale du Congo, une grande avancée a été réalisée dans le domaine monétaire. La Banque centrale a augmenté les réserves d'échange. Vous aurez le chiffre tout à l'heure. Le gouverneur de la Banque centrale, justement, a spécifié les facteurs explicatifs de cette évolution. La Banque centrale du Congo porte à la connaissance du public que les réserves de change de la République démocratique du Congo se sont situées à 3,356,76 milliards de dollars américains au 17 septembre 2021, contre 708,89 millions de dollars en décembre 2020, ce qui a porté la couverture d'importation de biens et services à 3 mois. Parmi les facteurs explicatifs de cette évolution, on peut citer les opérations habituelles de la BCC sur le marché du change pour acheter des devises et racheter les recettes fiscales en devises. L'encaissement du financement du Fonds monétaire international, le FMI, au titre de la facilité élargie du crédit FEC relatif à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. L'encaissement de l'allocation de droits des tirages spéciaux DTS du FMI équivalent à 1,5 milliard de dollars américains au 17 septembre 2021. Cet encaissement fait suite à la décision du G20 par l'entremise du conseil d'administration du FMI de procéder à l'augmentation des allocations des DTS dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 pour tous les pays membres du FMI. Cet encaissement a permis de renforcer les réserves d'échange qui, comme indiqué dans le graphique ci-dessous, étaient déjà sous une tendance haussière depuis avril 2021, atteignant 1,785,38 millions de dollars américains au 17 août 2021, quelques jours avant les décaissements de l'allocation des DTS en faveur de la République démocratique du Congo. Il convient de relever que les réserves d'échange soutiennent la résilience économique d'un pays dans la mesure où elles permettent d'assurer la riposte en cas de choc contre la monnaie nationale en vue de préserver la stabilité de celle-ci. Il est donc impérieux que les réserves soient suffisamment élevées et couvrent au minimum 3 mois d'importation des biens et services. Communiqué signé Malangu Kabedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Autre chose, le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la paix, occasion pour le réseau des ambassadeurs universels de la paix de la RDC d'organiser une matinée scientifique. La Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de l'année, n'est pas passée inaperçue en RDC, sous le thème « Comment restaurer la paix et la sécurité durable dans notre pays, la République démocratique du Congo ». Les réseaux des ambassadeurs universels de la paix en RDC a organisé une matinée pour réfléchir sur la problématique de la paix et la sécurité en RDC et dans le monde. Obed Chilombo, ambassadeur itinérant et haut représentant du Grand Cordon du réseau des ambassadeurs, assisté de son adjoint chargé du gouvernement, Mwepou Kazadi, trésor, et du président de la commission des projets Mounir, Lamswed, a expliqué de manière approfondie les valeurs qui doivent accompagner le développement dans un pays, sans oublier le rôle que doit jouer un ambassadeur. C'est la paix et rien que la paix, en plus de la moralité. Je pense très bien que le rôle d'un ambassadeur universel de la paix, c'est de continuer à promouvoir la paix. Et cette paix dégage, comme je le dis, un développement intégral. Si nous avons la paix dans ce pays, nous n'aurons pas à voter des gros budgets pour la guerre. Je suis pour la répression sévère et ferme, mais pas pour la peine de mort. La justice doit punir et sanctionner, des mots-clés prononcés par la députée nationale Christelle Vwanga devant l'Assemblée nationale française à l'occasion de la célébration des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Gudule Boalia. Intervenant à l'Assemblée nationale française dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, l'honorable Christelle Vwanga a fait un plaidoyer rationnel sur la peine de mort en République démocratique du Congo.
Les partisans de la peine de mort continuent d'y trouver un moyen efficace de dissuasion criminelle. Cette position est la résultante des affres insupportables de la criminalité avec son corollaire de violations graves de droits de l'homme. C'est le cas dans l'est de mon pays, où nombreuses personnalités continuent à soutenir que la peine de mort est la seule alternative de dissuasion aux atrocités criminelles. Sans toutefois être partisane d'une quelconque apologie de la violence ou de l'impunité, je suis obligée d'admettre que tous les progrès de la justice enregistrés, notamment les refus de la vengeance privée ou de la loi du talion, seraient alors balayés si cette même justice venait à tuer. Oui, je suis l'une de ces actrices du changement qui prône la répression sévère et ferme dans de tels cas, mais pas la peine de mort, car la justice ne doit point tuer. La justice doit punir, sanctionner, mais ne doit en aucun cas décider de la vie ou de la mort d'un être humain. Sit-in devant la primature aujourd'hui, des enseignants de l'Université pédagogique nationale revendiquent des meilleures conditions de travail. Les détails avec Edith Chala. Identifiables par leur toge. Ils sont professeurs d'université de l'Université pédagogique nationale UPN. Ils en ont ras-le-bol du traitement qui leur est infligé par la République. Des sommités scientifiques assis à même le sol pour dénoncer la clochardisation dont ils sont victimes. À la primature, ils espèrent une réponse urgente à la taille de leurs attentes. En fait, il s'agit d'un groupe de professeurs de l'Université pédagogique nationale qui ne sont pas payés jusque-là, ou qui sont payés mais sous-payés, pas payés au grade actuel. Alors, nous avions comme objectif aujourd'hui de faire le sit-in à la primature, c'est ce qui a été fait, et tout de suite là, nous venions d'être reçus par le conseiller principal du Premier ministre, avec qui on a échangé, nous avions présenté nos doléances. Bon, ils sont favorables, ils comprennent nos revendications et ils estiment que le Premier ministre va devoir s'impliquer totalement pour que cette situation puisse changer. Le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge Jean-Michel se penchera certainement sur la question pour apaiser la tension qui couve à l'UPN. Plusieurs écoles, des hôpitaux, des forages d'eau potable sont construits dans la province du Lualaba grâce à un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine, beaucoup plus dans le domaine de l'exploitation minière. Grâce à l'exploitation minière, je voulais dire. Béatrice Chaco pour ce reportage. À près de 100 km à l'ouest de Kolwezi, en plein territoire de Lubudi, province du Lualaba, le géant minier Teke Fungurume Mining remplit bien son contrat social, y compris le respect de ses obligations fiscales. Ténée de 2006 à nos jours, cette entreprise minière s'est acquittée sans entrave à ses obligations fiscales en reversant pour le compte du Trésor public près de 3,30 milliards de dollars. Ajouté à cela 224 millions de dollars dans les projets communautaires, notamment dans l'éducation, la santé, l'environnement, l'énergie et autres. Et c'est plutôt la TFM qui nous accompagne puisque nous sommes extrêmement limités au niveau de la maintenance. Là, vous pouvez voir quelques images qui illustrent ce que nous faisons. Là, vous avez par exemple le pont dans son ancien état. Et en bas, vous verrez comment nous l'avons amélioré. Vous verrez les routes de dessert agricole. Vous avez le projet mécanisation. Nous avons eu des lauréats. Il est là, on va vous le présenter. C'est donc aujourd'hui une fierté pour nous et nous en parlons évidemment avec grande fierté. Un volet social considérable porté par Teke Fungurume Mining qui va au-delà des conventions. La preuve, ces géants miniers a octroyé des bourses aux étudiants dans le cadre de la formation d'une élite jeune. Politique pour terminer, il y a 5 ans, plusieurs militants de l'UDPS sont tombés au front lors des différentes manifestations. En leur mémoire, des messes d'action de grâce ont été célébrées dans 4 fédérations dans la capitale, Alain Bikaï.
5 ans après, l'UDPS se souvient de ces morts victimes des répressions des régimes passés. C'est dans cette optique que plusieurs manifestations ont été organisées pour rendre hommage à ces combattants tombés sous les coups de balles. Tout a commencé le 19 septembre 2021 à la permanence de ces partis où une chapelle ardente a été érigée pour honorer la mémoire de ces dernières. Le secrétaire général de l'UDPS, accompagné d'autres cadres de ces partis et les députés provinciaux de Kinshasa, ont déposé des bougies en mémoire de ces infortunés. Dans son mot, le secrétaire général a loué l'engagement et les combats politiques de ces Congolais pour la démocratie qui ont été brûlés vifs au siège de l'UDPS la nuit des 19 au 20 septembre 2016. Aux familles de ces victimes, le numéro 2 de l'UDPS les a rassurés du soutien de son parti. Le lundi 20 septembre 2021, le secrétaire général et les cadres du parti présidentiel ont pris part aux messes d'action de grâce organisées dans 4 districts de la ville-province Kinshasa. Ensemble, ils ont prié l'Éternel pour accueillir les âmes de toutes ces victimes dans son royaume pour un repos éternel. Mise au point de la maison civile du chef de l'État. Depuis quelques heures, une vidéo non autrement identifiée a été mise en ligne et diffusée tel un nouveau virus dans le seul but de nuire à son Excellence Monsieur le Président de la République. D'autres vidéos tout aussi prétentieuses les unes que les autres ont également été fabriquées et amplifiées dans le même objectif. Face à cette situation, la maison civile du chef de l'État fait la mise au point suivante. Elle se dit choquée et indignée par cette propension à utiliser les réseaux sociaux comme espace de prise de parole pour nuire à autrui. Si problème il y a, la tradition africaine préconise l'arbre à palabres comme le moyen efficace des résolutions pacifiques des différends. De ce qui précède, la maison civile du chef de l'État recommande à l'opinion de ne point se laisser distraire et de n'y accorder aucune attention en ce moment. Seules les préoccupations majeures de la population congolaise sont prioritaires et interpellent. La maison civile du chef de l'État invite la population à soutenir les efforts actuellement entrepris par le chef de l'État pour le développement de la nation congolaise et de l'Afrique. Aussi, la maison civile du chef de l'État se réserve-t-elle le droit d'ester en justice contre toute personne qui s'évertuerait à utiliser les médias sociaux pour nuire à l'image du chef de l'État et de sa famille. Ce communiqué porte la signature de Dr Bruno Miteo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Le chef de l'État s'est adressé au monde aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé qu'en 2023, les élections démocratiques seront organisées en République démocratique du Congo. C'était devant la tribune des Nations Unies. Des voix s'élèvent pour soutenir les opérations militaires en Ituri, non à la division, tous pour la sensibilisation. Vous avez écouté le message des femmes, des politiques, mais aussi des opérateurs économiques. Des ports illégaux et clandestins devenus des zones de non-droit sont dans l'œil du cyclone. Bientôt, une mission d'identification et de fermeture. Retrouvez à 23h Getty au Matouko. Je reviens demain à 20h. Bonsoir.